Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion de la Journée internationale contre l'exploitation des enfants soldats, nous consacrons l'épisode d'aujourd'hui à cette réalité consternante. Une réalité qui se manifeste par d'atroces crimes infligés aux enfants dans les zones de conflit. Plus de 300 000 enfants sont enrôlés dans le monde selon l'UNICEF. La majorité se trouve malheureusement en terre africaine. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers ou fournissent des services sexuels. Réalité d'autant plus consternante que la Convention relative aux droits de l'enfant en vigueur depuis 22 ans maintenant et qui interdit la participation de mineurs aux hostilités a été ratifiée par pas moins de 173 pays. Et de se questionner en ce 12 février, que fait l'ONU ? Pourquoi fait-on la sourde oreille au sein de cette organisation aux appels à l'aide pour délivrer ces enfants livrés à leur sort ? Si l'on prend un exemple, ou disons l'exemple le plus proche géographiquement, ni les dénonciations d'un collectif de 120 organisations non gouvernementales, ni les appels à répétition du représentant permanent du Maroc à l'ONU ne semblent interpeller la communauté internationale, nommément les Nations Unies, à agir d'urgence pour arrêter l'enrôlement des enfants des camps de Tindouf par le Polisario. Pourquoi ce silence ? Un silence d'ailleurs partagé du côté du pays qui abrite les milices de ce même Polisario, l'Algérie. La photo que nous allons voir, il s'agit ici de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara lors d'une visite au camp de la honte. Vous l'aurez compris, les visages floutés sont ceux d'enfants soldats. Je me passerai de commenter cette photo, mais je le ferai en compagnie des experts qui sont avec nous ce soir. Tout d'abord, colonel Hassan Saoudi, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'inviter à cette journée internationale des enfants du monde et des enfants d'Afrique. Et des enfants soldats. Et un commentaire sur l'image que nous venons de voir ici projetée. Nous voyons le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en visite dans les camps des séquestrés, flanqué d'un mineur entrié et portant une arme qui dépasse sa longueur. Ouais. C'est d'autant plus choquant, madame, que M. Dimistura, dans sa carrière onisienne, était directeur des affaires publiques à l'UNICEF. Et il était représentant de l'UNICEF en Somalie. C'est ça qui est choquant. Et visiblement, je n'ai pas senti ni d'agacement de la part de ces hauts fonctionnaires par rapport à un enfant qui est censé être à l'école et qui est là en train de l'escorter. C'est vraiment à mettre à la décharge dans sa carrière diplomatique à l'ONU. Et c'est d'autant plus déconcertant qu'il n'a pas émis des réactions une fois que les réseaux sociaux et les ONG ont exploité cette bavure, si j'ose dire, sans commentaire feignant qu'il n'aurait rien vu. Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit à l'Université Mohamed V. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Commentaire. Monsieur de Mistura, envoyé personnel secrétaire général de l'ONU, est coutumier du fait. La photo que l'on voit est une photo de janvier 2022 dans les camps de Tindouf. C'est énorme. Mais ce que ne montre pas la photo, c'est que au cours de sa visite dans les camps des séparatistes, il a été accompagné par une vingtaine d'enfants soldats qui l'ont accompagné en se déplaçant donc dans les camps. Plus encore, il y a un autre précédent, c'est Ban Ki-moon, il faut le rappeler, le précédent secrétaire général de l'ONU, qui lui-même s'était rendu dans les camps de Tindouf avec des enfants soldats. Donc il y a là une passivité coupable qu'il faut dénoncer, surtout dans ce contexte-là, et surtout d'ailleurs avec le comportement, c'est pas le sujet, mais je le dis au moins en passant, comportement de ce même émissaire personnel qui le mercredi 31 janvier a été reçu en Afrique du Sud dans des conditions tout à fait détestables et contestables.
Se joint à nous depuis Paris le spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Il est question justement de ces enfants militaires, même si vraiment les deux termes en une seule phrase choquent. C'est Abdelrahman Kawi, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonjour Khadija, bonjour à mes amis et frères Hassan Saoudi, Mustafa Shimi et à mon collègue de Rabat. C'est pas la première pour Monsieur Stéphane de Mistura. Monsieur Stéphane de Mistura n'est que la goutte qui occulte un peu ce phénomène dans les camps de Tindouf. Toutes les organisations internationales, telles que Amnesty International, qui œuvrent pour soi-disant, la libéralisation ou la liberté pour les enfants soldats, Human Rights Watch aussi, qui occulte ce problème au niveau du Polisario, et on pose la question, qui sont les enfants soldats? C'est toute personne qui a moins de 18 ans. Les enfants que M. Omar Hilal a montré à l'ONU, c'est des enfants qui ont moins de 18 ans et parfois ils ont à peine 7 ans et qui portent des Kalachnikov. Et malheureusement aussi, ils sont utilisés pas simplement comme espions, comme messagers, comme cuisiniers, comme autre chose pour la milice du Polisario. Ils sont utilisés maintenant, d'après les dernières informations, dans la cybernétique ou dans le cyberterrorisme. Comment fabriquer les bombes artisanales, comment faire de la cybernétique, le brouillage, etc., etc. Dernièrement, il y a un rapport publié par un centre canadien qui révèle que les enfants soldats dans les camps de Polisario sont utilisés par la sécurité militaire algérienne dans la cybernétique et dans d'autres domaines. Donc, M. Omar Hilal, le représentant du Maroc à l'ONU, il a déjà à plusieurs reprises appelé à dénoncer le phénomène des enfants soldats. Mais personne n'a écouté parce qu'il y a vraiment un silence volontaire, même dans les masses médias occidentaux, qui sont complices un peu, qui reçoivent un peu des valises de millions d'euros chaque mois, des éditions, etc. Même il y a 2 maisons d'édition qui ont refusé de publier des thèses sur les enfants soldats à Tindouf, du Polisario. Une qui a dit que les enfants du Polisario, le Polisario n'est pas un mouvement de libération nationale, donc c'est une milice. Donc, donc elle n'est pas jugée par ces phénomènes. L'autre, il a dit ça dépendra des services de renseignement algériens qui nous ont interdit de publier ce genre de publications sur les enfants soldats. Donc, il y a une complicité internationale pour camoufler le phénomène et le nombre, d'après une source espagnole qui n'a pas voulu révéler son nom, le nombre a dépassé les 3000 enfants soldats à Tindouf, qui sont éparpillés sur tous les camps Raboni, Rachid, et malheureusement, ils participent à la torture des prisonniers. Ils sont vraiment redoutables, et c'est une méthode de l'armée syrienne et de Daesh. Ils utilisent les enfants soldats, et dans les 40% de ces enfants soldats sont des jeunes filles, moins de 15 ans. Et je reviendrai à ce sujet qui est passionnant et qui doit être dénoncé par toutes les organisations internationales, surtout que le Maroc actuellement préside le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme, de tirer la sonnette d'alarme sur ce phénomène qui est occulté par une certaine complicité occidentale et médiatique sur les enfants soldats dans les camps de Tindouf.
Exact, merci de ces précisions, Abdelrahman Mkawi, d'autant plus que... Et avant de vraiment développer, d'analyser la situation, que ce soit d'ailleurs dans les camps de Tindouf ou un peu partout, on va faire un tour du monde de cette pratique des enfants soldats. Mais la première question, je vous l'adresse, colonel Saoudi. Comment crée-t-on un enfant soldat ? Il y a une corrélation importante. On n'est pas enfant soldat comme ça. Je pense que c'est corrélé avec les conflictualités inter- ou intra-étatiques, la présence du terrorisme, évidemment la présence des réfugiés et la présence des déplacés. Et ce sont les viviers dans lesquels le terrorisme, dans lesquels les enfants soldats sont. On le crée évidemment de manière forcée, parce que rares sont quand même les enfants qui vont volontairement être un enfant impliqué dans des conflits, sauf quand ils n'ont plus de famille, n'ont plus de quoi de vivre, parce qu'il y a ce problème de pauvreté qui pousse certains enfants à aller, parce qu'ils manquent de discernement. Mais c'est surtout cet endoctrinement qui est important et qui se fait par des milices. Il faut le dire, certains États le font, des milices et des organisations non étatiques sont les champions de cet enrôlement et de cette conscription des enfants soldats, parce que justement il y a ce vide dans le pays, parce que les conventions ou la responsabilité de la protection des personnes et des biens dont les enfants relève de l'État. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, il y a des entités, qu'elles soient terroristes ou qu'elles soient séparatistes, ou qu'elles soient... Le séparatisme fait aussi appel à ces enfants soldats. Mais l'État doit être présent sur le territoire et protéger cette société. Parce que nous sommes dans une problématique qui malheureusement va de plus en plus grandissant. Quand on voit les statistiques de l'UNICEF, c'est vraiment, et dans tous les coins du monde, exact. Mais dans l'Afrique, occupe malheureusement la centralité dans cette problématique, comme j'ai dit, parce que la conflictualité est là, et il est temps quand même d'y mettre un terme. Si on a le temps, on peut faire un peu une cartographie mondiale. Oui, certainement. Juste avant, justement, vous avez pas, pour qu'on comprenne bien, Abdelrahman Mkawi, quand on parle de ces groupes qui exploitent la faiblesse, la faillite des États, qui exploitent les zones grises pour recruter. Recrutent-ils juste dans ces zones-là, dans ces États-là, où ils profitent de cette faillite d'un État ou de cette zone grise pour recruter ailleurs? Ils recrutent ailleurs, ils recrutent chez eux par endoctrinement, par enlèvement et aussi par... il y a des enfants que, comme disait Hassan, les gens par pauvreté, il y avait la sécheresse qui a frappé le Sahel et qui a permis au Polisario de recruter pas mal d'enfants dans le nord du Mali et dans le sud algérien. Donc, il y a le recrutement forcé qui utilise ces enfants soldats dans les combats, dans le renseignement, dans la cuisine, dans la sexualité, dans les soins, etc., etc. Ils ont plusieurs missions. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est-à-dire maintenant, il y a le djihad électronique qui sont orientés vers la cybernétique, vers l'informatique, etc., grâce à la présence d'experts cubains, vietnamiens, etc., etc. Donc, à titre d'exemple, le Polisario, je reviens toujours au Polisario, et comme d'autres organisations terroristes, ils recrutent par force, par enlèvement, ou par achat, ou par nécessité. La famine qui a chassé des milliers des Arabes et des pays du Sahel,
Donc, dans les camps de Tindouf, c'est une société cosmopolite. Il n'y a pas que il y a une minorité d'origine du Sahara marocain. Les autres, il y a la majorité du Sahara de Tindouf, de la wilaya de Tindouf. D'ailleurs, ils portent la carte de professionnel de réfugiés. Je n'ai jamais vu à travers le monde un Sahraoui de la wilaya de Tindouf ou de Bchar qui porte la carte de professionnel de réfugiés. Il vient en bus le matin et il revient le soir. Il prend un peu les aliments, ce qu'il a besoin de denrées alimentaires, ou quand il y a une visite onusienne, ou quand il y a une visite d'un ambassadeur, ou quand il y avait la visite des ambassadeurs qui financent un peu l'aide internationale au Polisario, il ramasse la population dite professionnellement réfugiés, il les ramène par autobus et par camion. Donc, les autres, ils viennent du sud, du nord du Mali, du sud de l'Algérie, et y compris des Soudanais de Darfour, etc. Donc, c'est, comme on dit en arabe, une choucroute khalouta, c'est-à-dire. Exact. Mais les enfants, ils sont volontairement, à cause que leurs parents sont, c'est-à-dire d'accord pour qu'ils intègrent le Polisario ou par enlèvement, par kidnapping. Ils enlèvent les enfants, ils les ramènent par force, ils les utilisent dans les combats et dans toutes les missions qui sont basiques pour la milice du Polisario et pour les membres et l'encadrement du DRS du camp du Tindouf, la gendarmerie algérienne qui encercle les camps de Tindouf, profite aussi de la présence de ces petits-enfants pour plusieurs, même dans les bonnes chez eux, dans les bonnes chez les officiers algériens de la gendarmerie, du renseignement du DRS et de l'armée, soit dans les camps de Tindouf, soit dans les wilayas de Tindouf ou Bchar, où ils les envoient au nord, au Tel, comme les Sahraouis appellent ça, le Tel, c'est-à-dire le nord de l'Algérie, c'est-à-dire la partie ottomane algérienne. Donc, ils sont utilisés aussi dans les caves du DRS au nord et chez les officiers supérieurs dans leurs maisons, etc., comme bonne ou comme valet de chambre, etc. Donc, leur utilisation, elle est multiforme, elle est diverse. Mais il y a, comme disait Hassan Saoudi, c'est-à-dire il y a des gens qui sont recrutés volontairement, il y a des gens qui sont enlevés. Volontairement, après, ça reste des enfants. Il y a de l'endoctrinement derrière, on met en avant l'héroïsme avec les films et les vidéos de propagande que l'on connaît des groupes terroristes. Un chiffre, 40% des enfants soldats dans la milice du Polisario sont des petites filles. C'est un chiffre important d'après le renseignement espagnol. Voilà, alors justement, j'allais vous demander la source pour qu'on ne nous accuse pas juste de parler de chiffres qui n'existent pas. C'est les centres qui sont spécialisés dans les réfugiés, qui suivent la question de Tindouf, de la milice du Polisario à Tindouf, et ils étaient présents. Ils étaient même parmi les humanitaires espagnols à Tindouf. Ils ont recensé indirectement, d'une manière très intelligente, le nombre des petites filles et qui ont parfois moins de 7 ans. Très bien. Et vous avez bien suivi avec moi le scandale de la pédophilie des jeunes petites filles en Espagne, à Barcelone. Il y a un grand scandale des petites filles, des petits garçons qui ont été déplacés en Espagne par vente du Polisario et par complicité du Polisario et qui ont été utilisés dans la pédophilie ou l'homosexualité. Et je relève un point très important, que le Polisario a aussi envoyé des milliers de jeunes filles
et de jeunes garçons à Cuba grâce à la complicité du Parti communiste espagnol et la Fédération espagnole de travail qui les ont emmenés à Cuba à l'époque de Fidel Castro. Ils n'avaient que 12 ans et ils ont appris les armes à Cuba. Et ils ont appris aussi comment rouler le cigare cubain, le Havana. Bon, c'est malheureux à dire, hein, quand même. Mais c'est la vérité. Exact. C'est la vérité. C'est la vérité au temps de Fidel Castro et c'est aujourd'hui encore cette même réalité de l'exploitation de ces enfants pour des fins qui sont purement atroces, pour des fins militaires ou autres. Mais il y a des mécanismes quand même, il y a des mécanismes internationaux qui existent. C'est ce mécanisme international pour justement signaler, pour surveiller les violations contre les enfants. Oui. Il y a même le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, qui a voté une résolution. Exact. Qui a voté une résolution. Alors, précisément sur ce point, plusieurs choses. Vous avez posé la question des sources. Les sources qui donnent le détail sur les conditions d'exploitation des enfants soldats dans les cantines d'Ouf sont connues. Ce sont des ONG espagnoles, peu suspectes de bienveillance à l'endroit du Maroc, il faut le dire, qui ont donné des chiffres. Moi, les chiffres que j'ai, c'est entre 4 000 et 6 000 enfants soldats. C'est des références qui existent. Mais est-ce qu'on peut parler de chiffres ? Vous savez pourquoi j'ai interpellé Simkawi, professeur Srimi ? C'est parce que cette population-là n'est pas recensée. Et on ne permet pas à cette population d'être recensée. Je vous réponds sur ce point précis. Ce sont des ONG caritatives, humanitaires, qui ont beaucoup de facilité pour être dans les camps et pour rester des semaines et des semaines dans les camps. C'est comme ça que ce travail a été fait par un pointage. C'est pas par drone ou par satellite, ce sont des ONG favorables. Il faut le dire donc aux séparatistes qui étaient là, qui ont vu, qui ont pointé et qui ont fait un travail de recensement, combien il y a d'enfants et familles, où est-ce qu'ils sont les enfants, tout ça, etc. Et c'est des informations qui ont été rendues publiques, c'est entre 4 000 et 6 000. Premier point. Deuxième point, sur la géographie des enfants soldats dans le monde, vous avez relevé qu'il y a. Non, mais on parlait des mécanismes. Avant, les mécanismes internationaux, chargés de surveiller et de signaler les violations, outre les ONG. J'y viens, si vous le permettez. Bien sûr. D'abord, la géographie, il faut replacer ça dans un contexte. La géographie des enfants soldats dans le monde montre quoi ? Montre qu'il n'y a pas d'enfants soldats dans les pays nordiques. Il n'y en a pas en Danemark, il n'y en a pas en Suède, il n'y en a pas en Finlande, il n'y en a pas en Hollande, il faut le dire. C'est pour dire qu'effectivement, ça se trouve localisé dans des régions où il y a une conflictualité diverse qui a été évoquée tout à l'heure, conflits territoriaux, crises, tout ça, etc. Autre observation, avant que j'enchaîne sur votre question, il y a un marché international des enfants soldats qui existe. Eh oui, un marché. Il y a une offre et une demande. Alors, la demande, elle vient évidemment, la demande, elle est faite par les uns et l'offre, elle est faite par d'autres. Alors, quelles sont les raisons qui font qu'il y a des enfants soldats ? D'abord, du côté des enfants, comment ça se présente ? Il y a les rapts, les enlèvements, etc., c'est connu. Il y a également l'endoctrinement aussi. Il y a un élément intéressant peut-être à relever, c'est la fascination de la tenue. Il y a toute une influence, il y a toute une influence télévisuelle, cinématographique, Rambo, tout ça, etc., qui fait que l'uniforme a du prestige. Ça fera plaisir d'ailleurs à mon ami Hassan Saoudi, mais c'est un fait. L'uniforme a du prestige, et donc il y a aussi le culte de l'armée. C'est-à-dire, dans une société éclatée, quelle est l'institution centrale ? C'est l'armée. C'est l'armée parce que c'est l'ordre, etc. Et puis, il y a d'autres considérations plus personnelles qui jouent aussi. Il s'agit de venger un parent. Et donc, on s'engage pour venger un parent, pour faire face à des exactions d'une autre tribu, etc. Sans oublier l'engagement idéologique et politique du fait de l'endoctrinement, c'est-à-dire participer à une cause. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'endoctrinement ? Il y a essentiellement un format
Il n'y a pas d'endoctrinement à la carte, il y a un format. Et un format simple, c'est quoi? C'est la haine de l'Occident. C'est fondamentalement la première strate, c'est la haine de l'Occident, et ensuite ça se décline sur plusieurs niveaux, la haine des Rwandais en RDC, des Tutsis, des Houthis, etc. Donc tout ça, mais ça c'est l'Afrique. Mais ça existe aussi ailleurs, dans d'autres régions arabes. En Syrie, il y a des enfants soldats, en Irak, en Afghanistan, etc. Enfin, pour ce qui est maintenant des recruteurs, je me place du côté des recruteurs. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un produit, je m'excuse de parler de produit à propos d'enfants soldats, mais c'est un produit qui ne coûte pas cher. L'enfant soldat ne coûte pas cher. Mais surtout s'il est kidnappé. Hein. Ben oui, en plus, il ne coûte pas cher. En plus, les enfants soldats sont dociles, ils sont influençables, ils sont enrôlables, ils sont efficaces. Ça a été dit par mon collègue ami Mekawi, c'est-à-dire qu'ils sont multicartes. Ils sont espions, cuisiniers, kamikazes, porteurs de messagers, etc. Donc c'est quand même intéressant. Et puis aussi c'est une chair à canon, donc ça évite d'engager des adultes dans un certain nombre d'opérations. Ils sont aussi intimidables, parce que comme c'est des enfants, évidemment, on peut les intimider, ils sont malléables, ce sont des machines. Et puis, l'autre aspect qui joue aussi, c'est qu'ils ont la possibilité de disposer d'armes légères. Savez-vous combien il y a d'armes légères en Afrique? Il y a 300 millions d'armes légères en Afrique. 400. 400, voilà. Ça a été actualisé. On rajoute un 100 millions, là. 400 millions. Il y a 400 millions d'armes légères. Et donc, il y a 1 milliard d'armes légères dans le monde, il faut le savoir. Mais en Afrique, il y a 400 millions d'armes légères. Et donc, pour les enfants soldats, c'est pratique. La maniabilité est facile, etc. Et donc, nous en sommes là. Maintenant, pour ce qui est des mécanismes... Juste avant les mécanismes, si vous le permettez, j'aimerais faire réagir, puisque vous avez évoqué là, parce que je voulais l'évoquer après, mais si vous avez parlé de cette carte des enfants soldats à travers le monde, vous avez parlé du Moyen-Orient, oui, l'Irak, la Syrie, mais pas que, colonel Saoud. Il y a le Yémen, oui, les Houthis utilisent les enfants, tout à fait. le Myanmar. Donc là, on va en Asie aussi. Absolument, il y en a. La Birmanie, l'Afghanistan, l'ex-Birmanie, oui, si vous voulez, oui, l'Afghanistan, pour l'Asie, et les Philippines. Il faut parler aussi des FARC quand on parle en Colombie. Ben voilà, justement. Il faut parler des FARC en Colombie. Parce que quand professeur, professeur Srimi parlait de justement l'héroïsme aussi, non, mais surtout c'est ce modèle auquel on veut s'identifier. Merci, s'identifier et s'approprier cette image. Je ne sais pas si un enfant a le discernement nécessaire pour. C'est dans l'endoctrinement une fois qu'ils sont enrôlés que ça se passe. J'aimerais revenir sur certaines statistiques pour compléter votre travail sur le rapport 2022 de l'UNICEF. Savez-vous, par exemple, que 1836 enfants ont été tués ou mutilés en 2022? Il y a encore 7000... C'est une moyenne de 6 enfants par jour. De 6 enfants par jour. Ah oui. 7600 recrutés par force et près de 4000 enlèvements. Et il y a 1165 enfants utilisés pour le repos du guerrier, c'est-à-dire utilisés sexuellement. Et il faut y ajouter aussi parce que ces chiffres, ils sont vraiment... c'est des chiffres de l'UNICEF, et bien sûr, mais ils sont en deçà de la réalité, pas en doute la crédibilité de cette organisation onusienne, rappelons-le. Mais est-ce que ces chiffres reflètent la réalité sur le terrain? Est-ce que les humanitaires de l'UNICEF arrivent vraiment à toutes les régions qui sont touchées par ce genre de pratiques? Il faut savoir comment travaille l'UNICEF. L'UNICEF a des représentants un peu partout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été invités à cette émission, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être présents. Il y a la surveillance, il y a la documentation, il y a la prise de contact avec les acteurs, notamment gouvernementaux, et il y a évidemment tout le travail de démobilisation qu'ils font. Donc, ces chiffres sont, de mon humble avis, en deçà de la réalité. Vous permettez que j'ajoute un point, c'est comment travaille l'UNICEF. L'UNICEF, c'est un réseau humanitaire et caritatif, et donc des contacts,
et donc du retour. C'est le meilleur, c'est le meilleur réseau d'investigation pour savoir ce qui se passe dans un pays à propos des enfants. Mais pas seulement. Vous voyez? Le CICR fait un travail. Aussi. Le CICR fait un travail de former dans les camps des réfugiés parce que c'est un lieu de recrutement aussi. Aussi? Absolument. Notamment par les entités terroristes. Alors, je n'ai pas fini, si vous le permettez, pour la géographie des enfants soldats. Ça se concentre évidemment sur les zones de forte conflictualité. L'Afrique, vous savez... Notamment l'Afrique. Notamment, c'est l'Afrique. Vous savez quel est le premier pays en Afrique où il y a le plus d'enfants soldats? C'est la RDC, la République démocratique du Congo. Ça s'est vérifié, j'ai mes sources. Après, relativement aussi à la population. Après, il faut mettre aussi le nombre d'enfants soldats par rapport à la population. Il faut y ajouter au deuxième rang la Somalie. Oui. La Somalie. Le Sud sous la Somalie, c'est 17 000. Chiffre UNICEF. Sud-Soudan, 7 000. Quatrième position, il y a le Nigeria. Et ensuite, la République... Nigeria, Boko Haram. Oui, bien sûr, Nigeria, voilà. Faut le préciser. Au Nigeria, par Boko Haram. Juste pour que nos téléspectateurs ne soient pas induits en erreur. Sans parler, évidemment, des camps de Tindouf, où les réfugiés se comptent par dizaines de milliers. Dans les pays que vous avez cités, ce sont les entités non étatiques qui font des recrutements d'enfants soldats, il faut le dire. Tout à fait. La même chose au Soudan actuel. Monsieur Ahmeti recrute des enfants, il faut le dire. Ouais. Et donc, il y a un environnement, madame, aussi, qui est important. Quand vous détruisez des écoles et quand vous les transformez en casernes, c'est automatiquement... Ça crée des enfants soldats, et évidemment, avec ça. Et qu'est-ce qui est le plus grave? C'est tout cet endoctrinement qui permet d'enlever l'identité à des enfants, la désocialisation, parce que, si on peut y revenir, le travail de l'UNICEF est important concernant ce désengagement, cet accueil. Vous avez parlé de la Croix-Rouge, du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge tout à l'heure, et de l'UNICEF. Ils font un travail pendant ou après avoir sorti ces enfants de l'engrenage de ce monde des guerres. C'est les deux. Vous savez qu'il y a des contacts, il y a même des accords avec des pays et même avec des entités pour démobiliser les enfants soldats. Et c'est à ce moment-là que s'ensuit tout le travail, parce que c'est 3 ans que fait l'UNICEF, et c'est individualisé. Parce que chaque cas est un cas individuel. Et vous savez, vous enlevez et l'enfance et l'adolescence un enfant soldat. Les deux. Et tout ça doit être comblé. Et c'est tout le programme que fait l'UNICEF. Il faut le souligner pour essayer de resocialiser des enfants qui ont perdu le repère. Vous savez que même quand ils retournent dans leur famille, ils prennent les adultes pour des bourreaux. Et ça, il faut faire un reformatage, il faut laver l'esprit de ces jeunes-là pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle le réapprentissage, parce qu'ils ont quitté une vie sociale pendant un bon bout de temps, privés de la famille, privés de la communauté, et quand vous les désengagez, c'est tout un travail important à faire. Il faut le souligner. Et quand on voit les chiffres qui ont été réalisés par l'UNICEF, il y a de quoi Alors, je voudrais quand même, juste par souci d'équité de temps, vous savez comment... je n'ai pas répondu. Non, juste sur cette question de cartographie, j'y viens, j'ai pas oublié, mais juste sur cette question de cartographie, si vous le permettez, professeur Srimi, on voudrait entendre, parce qu'il voulait réagir tout à l'heure, il n'est pas avec nous sur le plateau, Abdelrahman Mekawi, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand on évoquait ce chiffre quand Srimi d'ailleurs l'évoquait, ce chiffre sur les armes légères qui circulent sur le continent africain. Vous êtes spécialiste en la matière, en l'occurrence, et comment ces armes finissent dans de si petites mains, j'ai envie de dire, des enfants soldats. En plus de ça, je reviens un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par mes frères Hassan et Mustafa.
C'est-à-dire, en plus de la mission de l'UNICEF, qui est une mission d'études, d'investigation, de renseignement, tout ce que vous voulez, il a un réseau très complet, mais il est très politisé aussi. C'est-à-dire, ses rapports, ses chiffres sont orientés selon un peu les bailleurs de fonds, selon plusieurs facteurs politiques, financiers, etc. Moi, je connais l'UNICEF, je connais les organisations des annexes de l'ONU qui sont vraiment à la merci un peu des grandes puissances, à la merci de... En plus de ce travail d'investigation, de ce travail de terrain très poussé, très silencieux et très professionnel de l'UNICEF, il y a vraiment, c'est-à-dire une mission civilisatrice, salvatrice de l'UNICEF. C'est libérer les enfants qui sont vraiment armés ou qui sont des témoins des conflits armés. Deuxièmement, les réinsérer dans leur communauté, dans leur environnement, avec l'école, la formation professionnelle, puis... Donc, dernièrement, elle a publié 15 conflits armés où il y a des enfants. Il y a des enfants, la plupart des conflits qui utilisent, qui recrutent, qui embrigadent les enfants, c'est en Afrique, en Asie et en Amérique latine, le chiffre il a diminué de plusieurs milliers. Donc, il a réussi à libérer 11 400 enfants en Afrique et en Asie et les a intégrés. Donc, la mission fondamentale, c'est libérer ces enfants. Deuxièmement, c'est les réintégrer et les réinsérer dans le tissu socio-économique de son environnement. Et troisièmement, c'est vraiment protéger cette communauté vulnérable. Donc, vous avez parlé des armes, parce que justement, il y a des armes qui peuvent être portées par des enfants de 15 ans. Des Kalachnikov ou des Uzi israéliennes qui n'ont même pas 50 centimètres. Ils peuvent même fabriquer des bombes artisanales. Donc, ils ont beaucoup de missions, les enfants. Ne croyez pas. Et d'après les études qui ont été faites dans la guerre civile syrienne, ils étaient redoutables aussi dans le renseignement et les interrogatoires, soit au profit des milices islamistes, Nusra ou Daesh ou l'armée syrienne. Donc, c'est des enfants à partir de 15 ans, ils sont vraiment capables de nuire dans la guerre. C'est-à-dire, ils ne servent pas que pour soigner, pour la cuisine ou pour le sexe, mais pour faire le combat réel, avec des armes réelles. Et c'est ça. C'est-à-dire, il y a des armes qui sont adaptables ou adaptées à la physionomie des enfants, à leur corps. Et tout cela est au vu et au su de la communauté internationale. Professeur Srimi, je vous reviens. La communauté internationale ne devrait-elle pas appliquer de manière plus active ce fameux protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant? Et je le rappelle, il est entré en vigueur en 2002, il y a 22 ans. Quand même, il a eu le temps d'être mature et a été ratifié par 173 pays, dont bien naturellement le Royaume du Maroc. Il faut le dire. Alors, oui, il faut le dire, mais bon, c'est d'une évidence. Mais c'est mieux en le disant. Oui. Alors, pour les instruments internationaux, effectivement, ils sont importants. Il y a un dispositif, il y a un fonds, il y a un corpus. Il y a le protocole donc sur le droit de l'enfant de 2002 qui a été signé et ratifié par le Maroc le 22 mai de 2002, c'est important. Eh oui, c'est important. Il y a également d'autres instruments internationaux qui ont été adoptés et signés par le Maroc. Il y a, dans le dispositif, par exemple, il y a l'Observatoire national des droits de l'enfant qui a été créé en 1995. Il y a l'adoption en 2020 des principes de Vancouver sur le maintien de la paix, la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats.
Il y a au niveau des Nations Unies la résolution 50-155 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre de 1995 avec un amendement. Et donc, il y a de la matière. J'ajoute quand même, parce qu'il faut le dire, que le Maroc a créé, voici presque 2 ans, à Dakhla, un centre dédié pour l'observation et le suivi de la situation des enfants soldats. Non seulement pour ce qui est des camps de Tindouf, mais aussi pour l'Afrique. Donc sur ce plan-là, il y a une réflexion intéressante du Maroc, une position pionnière, c'est-à-dire que le Maroc, au-delà de ce qui se passe avec les enfants soldats de Tindouf, se préoccupe de cette problématique qui est une problématique continentale. C'est un centre qui fonctionne bien avec des réunions, des échanges, etc. Maintenant, la communauté internationale, il faut être juste. Il y a une mobilisation de toutes ces institutions spécialisées, l'UNICEF, le Comité international de la Croix-Rouge, CSR, qui font un travail de terrain, d'investigation, etc., qui évidemment subit peut-être les paramètres d'atmosphère des financiers, évidemment, mais c'est un travail quand même intéressant qui mérite d'être salué. Et puis, il y a le fait que la communauté internationale n'accorde pas, c'est vrai, un grand intérêt à la protection des enfants soldats. Il y a une véritable stratégie. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans ces régions-là? Oui, parce que... Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans des régions de conflit, hein? C'est ça, parce que c'est des régions de conflit et ça oblige à prendre parce que vous aviez dit tout à l'heure que ça se limitait au sud. Donc, je précise que ce ne sont pas les régions de sud, mais c'est les zones de conflit. Et la question des enfants soldats est minorée et marginalisée parce qu'il y a d'autres enjeux de puissance et de confrontation. Dans les règlements qu'il peut y avoir dans des processus de transition ou autres en Afrique, la question des enfants soldats, ça n'intéresse pas grand monde. Donc ça, il faut également évoquer le fait que... il y a une sorte de gêne aussi, c'est vrai, gêne de la communauté internationale à aborder frontalement cette question-là parce que c'est un démenti flagrant et persistant au discours droit de l'homiste des grandes puissances occidentales. Et oui. Et donc c'est pour ça que c'est mis entre parenthèses, on laisse fonctionner les ONG, l'UNICEF, le CICR, tout ça, etc. Mais il n'y a pas eu, que je sache, une grande mobilisation en Europe et en Occident à propos des enfants soldats. Notre collègue et ami Simikawi l'a dit tout à l'heure, qu'il y a même une politique de non-édition parce que ça dérange des intérêts. Imaginez des livres qui sortiraient sur la situation des enfants soldats dans les camps de Tindouf, c'est un gros pavé dans la mare. Et ça porterait atteinte à toute la propagande algérienne et ça disqualifierait l'Algérie qui prétend défendre un certain nombre de principes. Est-ce qu'on peut renforcer justement la législation pour criminaliser et punir ceux qui utilisent des enfants comme des soldats? Ça peut venir avec une résolution du Conseil de sécurité. Mais c'est criminalisé. Non, c'est criminalisé, mais c'est pas suivi, c'est pas appliqué. Est-ce que c'est contraignant? Il y a la Cour pénale internationale. Non, ce sont des crimes de guerre. L'utilisation d'enfants soldats, du point de vue de statut de la Cour pénale internationale, qui est statut de Rome, ce sont des crimes de guerre. Le problème, c'est d'actionner des procédures pouvant conduire à des condamnations. C'est là où il y a les blocages. Quel est le vrai problème? La CPI a dans ses attributions ce phénomène dont vous avez parlé. On avait vu des enfants soldats devenir des grands miliciens. Et par exemple, en Ouganda, Dominique Ongwen a fait plus de 60 000 morts en Ouganda. On avait plus de 60 000 morts. Eh oui. Dans l'Ouganda, c'est pas... Oui, dans les guerres... En République centrafricaine, en République centrafricaine, il y a des enfants soldats qui ont été dans la hiérarchie, qui sont devenus des grands miliciens. Il y en a en République centrafricaine, dont la CPI vient de condamner ce qu'ils appellent le commandant Lubanga à 14 ans de réclusion. Mais quel est le problème de la CPI? Ce n'est pas la célérité. Ces gens-là ont été arrêtés. Par exemple, le Congolais arrêté en 2002.
transmis à la CPI en 2006. Il n'a été condamné qu'en 2021. Sans des jugements dans la célérité, ça ne peut pas dissuader. C'est à cause de quoi? C'est la bureaucratie? C'est la lenteur judiciaire de la CPI. Malheureusement, qui est aussi à deux vitesses. Quand il s'agit de l'Afrique, il ne lésine pas sur les moyens. Quand il s'agit d'autres... Enfin, il lésine sur les moyens, pour le coup. Il lésine sur les moyens. Par contre, est-ce qu'on doit attendre, justement, parce que c'était la dernière question que j'avais programmée pour cette discussion, pour ce débat ce soir. Est-ce qu'il faut attendre que cet enfant soldat, comme vous le disiez, gagne des galons? Enfin, c'est malheureux à dire, mais oui, on utilise ces termes militaires pour qu'on le juge lui. Ou il faudrait vraiment s'attaquer à la racine du mal et juger ceux qui sont responsables de la militarisation de ces enfants. Vous avez raison. Vous parlez d'un problème très important qui est juridique. C'est la victime bourreau. Il est victime. Ceux dont j'ai parlé ont été enrôlés de force. Et au fur et à mesure, ils s'habituent. C'est pour cela que la prévention ou la tentative de régler le problème, tant qu'il ne sait, une fois qu'il dépasse, qu'il est dans l'âge adulte et qu'il mûrit, eh bien, il devient, on en a vu, ils sont maintenant dans des milices un peu partout dans le Sahel qui sont dans la prédation. Et c'était des enfants soldats. Et vous avez raison de le dire, il faut essayer de désengager ces enfants soldats victimes du reste avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes. Et il faut sanctionner les commanditaires. Exact. Professeur Srimi, un dernier mot sur l'avenir justement de ces enfants soldats. Vous êtes bien optimiste sur la capacité de la communauté internationale à sanctionner. Il y a un travail préventif à faire, c'est de réunir, si possible, tant que ce sont des enfants soldats, de les réunir avec leurs familles. C'est aussi de faciliter leur retour et leur réinsertion, et c'est aussi de changer leur avenir. Ça, évidemment, ce sont des pétitions de principe. Mais quand vous êtes en conflit... Mais la solution, ça, c'est un problème dérivé. Voilà. La solution de fond, c'est qu'il y ait une normalisation et un apaisement des situations conflictuelles qui conduisent au recrutement d'enfants soldats. La déconfliction est la seule solution. Abdelrahman Mkawi. Oui, nous sommes d'accord tous les trois que les enfants soldats sont des victimes de ces conflits, soit en Afrique, soit en Asie, soit en Amérique latine, soit ailleurs. Mais ces victimes subissent des lourdes conséquences physiques et psychologiques. Et que même jusqu'à maintenant, l'UNESCO, et d'après des experts de l'UNESCO, qui ont témoigné, ils n'arrivent pas à soigner la dimension psychologique, la dimension physique. Donc, ils ont des centres de réinsertion, de réintégration, etc. Ils sont arrivés à libérer 11 400, mais il faut que le Conseil de sécurité, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, parce que les enfants soldats sont des hommes, sont des personnes qui ont moins de 18 ans, et doivent vraiment faire des pressions sur ces milices. Ils sont répertoriés, ils sont connus. Les États-Unis détiennent vraiment une base de données extraordinaire sur les milices et les centres de formation de ces enfants soldats, soit en Libye, soit au Sahel, soit en Afrique occidentale, soit en Afrique australe, etc., même dans les lacs. Ils ont vraiment des données bien précises. Mais c'est la volonté politique qui manque à ces États et à ces puissances de stipuler des résolutions du Conseil de sécurité pour faciliter au moins le travail de l'UNESCO, du HCR, qui travaille vraiment la main dans la main, et maintenant le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui doit dénoncer le silence des nations et même les droits de l'homme mixtes, comme disait Srimi, sur ces phénomènes qui prennent de l'ampleur. Dans le Sahel, les dernières études de l'UNESCO montrent qu'il y a une escalade de la violence, mais aussi
une augmentation dans le recrutement des enfants soldats. Merci beaucoup, merci Abdelrahman Mekawi. Malheureusement, le temps de l'émission est désormais écoulé. Effectivement, il faut qu'il y ait une mobilisation, qu'elle soit au niveau de la société civile, qui fait beaucoup, mais il faut qu'il y ait une mobilisation aussi des États. Parce que finalement, les Nations Unies, ce sont que des nations, hein, ce sont des États. Ici, la volonté n'émane pas des États qui abritent justement ces bourreaux-là et ces victimes malheureuses. Eh bien, dans un an, nous allons encore une fois parler. Nous n'attendons pas que le monde, ou en tout cas que cette journée mondiale pour la lutte contre l'instrumentalisation des enfants soldats soit célébrée le 12 février. Mais en tout cas, nous sommes là pour rappeler. Et c'est notre rôle aussi. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci, colonel Hassan Saoudi. Merci beaucoup également. Marhaba, merci à vous également, professeur Sahimi. Merci à vous. Et merci à notre cher Abdelrahman Mekawi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à tous. Très bonne soirée.